Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo de pêche au feeder. Aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas Bérou du magazine Infopêche. Voilà, donc on va s'axer sur une pêche au feeder j'espère de très gros poissons. Alors dis-nous où est-ce qu'on se trouve exactement, parce que le cadre est absolument magnifique. Ouais, on a de la chance au niveau de la météo. Oui, je pense qu'on va avoir une belle journée. Alors aujourd'hui on pêche sur les étangs de Vaux et de Beille. Ce sont des plans d'eau du domaine fédéral qui ont la particularité d'être peu profonds. Alors ici en fait il faut vraiment aller chercher le poisson assez loin, 60-65 mètres pour trouver un petit peu de fond. Il y a une grosse population de très belles tanches. Il y a également quelques grosses brèmes et c'est un plan d'eau qui est beaucoup pêché par les carpistes parce qu'il y a également une grosse population de carpes. Donc j'espère qu'on va pouvoir toucher un ou deux poissons bonus aujourd'hui, mais vraiment l'orientation de la pêche, ça va être de pêcher les grosses tanches. Les grosses tanches. Donc il y a des carpes, il y a aussi sûrement des gardons, des retangles, des choses comme ça qui peuvent gêner la pêche. Donc c'est pour ça que tu vas peut-être utiliser des aiches sélectives. Oui, je vais orienter ma pêche principalement sur une pêche aux micro-bouillettes. Et également j'ai pris des bouillettes de carpistes. Et puis j'ai prévu à l'amorçage de gaver un peu les petits poissons pour qu'ils nous laissent tranquilles. Faire un bon gros tapis. En général les tanches, de toute façon c'est un poisson qui n'aime pas trop être dérangé. Donc il vaut mieux faire un amorçage de départ un peu massif. Et puis les laisser rentrer tranquillement. On va taper fort au départ. Voilà, plutôt que de faire du rappel régulier comme pour d'autres espèces. On va faire un petit peu de bruit à l'amorçage et puis après on va être un peu plus calme avec les cages et puis éventuellement on va s'orienter si ça se passe bien sur une pêche aux méthodes feeder après. Donc tu vas faire un amorçage de départ avec un spod. Oui. Donc ça on va voir tout à l'heure un petit peu comment ça se prépare. Ça, Et ensuite par contre ça va être une pêche au feeder, donc avec cache feeder. Et aussi méthode. Méthode, oui. Dans les endroits où il y a peu de fond, c'est souvent une technique efficace quand même. Ici, ça s'y prête vraiment bien. Et puis le fait d'utiliser des petits badins, c'est plus sélectif, ça permet d'éviter les poissons qui chopent la part entre deux eaux, des choses comme ça. Ici, effectivement, il ne faut pas pêcher avec des longs bas de ligne parce que les rotangles sont très agressifs. Et même avec 2 microbilles de 8 sur un cheveu, ça arrive de faire des rotangles et des gros gardons. Ah, ils s'embarrassent. Ah oui, ici, ça on voit, c'est clair. Voilà, donc là, on va passer à la préparation de l'amorce dans un premier temps et après je vais préparer le mélange pour le spot. Comme ça va me permettre de laisser gonfler l'amorce. Je la remouillerai au dernier moment. Alors là je vois que tu as préparé une recette d'amorce. Oula, c'est marqué tanche, donc c'est pour la tanche. C'est un mélange un peu sombre pour les tanches. Oui, un mélange classique. On va dire pas trop faire des taches claires contrairement à la brème. À la base c'est un mélange, un gardon qui est un peu plus riche. Alors la recette d'amorce, les gens peuvent la retrouver sur ma chaîne YouTube, elle est en ligne. D'accord. La granulométrie n'est pas énorme, c'est plutôt une amorce assez fine. C'est vrai que la tanche, c'est pas un poisson qu'on pêche régulièrement avec des grosses particules comme on peut faire pour les carpes ou même les brèmes. Alors après, bon, je vais quand même mouiller mon amorce sèche avec du tourteau de maïs. Alors ça, tu l'as préparé à l'avance. Oui. Et voir, qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est pas que du tourteau, je suis sûr. Non, je mets un booster chêne vie pain d'épices, qui est vraiment très apprécié des gardons et des grosses tanches. Et pain d'épices et tanches ensemble depuis des décennies, on va dire. D'ailleurs, le mélange a du pain d'épices que j'ai passé au mixeur, que je laisse sécher. Donc il y en a quand même une grosse proportion à l'intérieur. Tout ce qui est sucré, le miel et tout ça, c'est vraiment. Ça fait 50 ans que les pêcheurs de tanches utilisent ça et c'est toujours aussi efficace. Surtout à cette saison où la tanche vraiment commence à rentrer en pleine alimentation. Donc là, le tourteau, tu as fait une sorte de porridge, on va dire, qui va permettre d'humidifier les farines sèches. Tu vas ranger toute l'eau quand même après? Après, je finis, déjà je vais mélanger le tourteau, puis après je finis avec un dernier produit sur l'amorce. Dernier produit, la mélasse. La mélasse, Encore du sucre. Oui. Donc du miel, du sucre. Disons que c'est plus rapide. Et puis ça évite de tamiser l'amorce aussi. Et puis c'est vrai que ça fait un mélange vraiment bien homogène.
Oui, donc c'est vraiment une couleur passe-partout pour le fond. Oui, et puis ça fait pas une tache trop colorée sur le fond. On voit les particules de tourteau. Malgré le fait qu'il y avait une grosse quantité de tourteau, on voit que l'amorce, il faut quand même la remouiller. Hein. Donc ça va être utilisé uniquement en action de pêche. C'est pas pour l'amorçage de départ. Non. Pas dans le spod. Voilà. Là, je mettrai peut-être quelques boules pour éviter de les mettre à la cage, mais ça, c'est vraiment pour la pêche. Pour l'action de pêche. Voilà, donc après, la mélasse. Ah oui, t'en mets une bonne dose quand même. Ouais, faut y aller. Elles ont faim à cette époque-là. C'est vrai, au printemps, ils sortent d'un petit hiver. Non, là, les derniers jours ont été plutôt bénéfiques pour les tanches, puisque les carpistes ont vraiment fait des beaux poissons sur des pêches à la bouillette. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter. Alors la mélasse, non seulement ça permet de sucrer l'amorce, mais ça la rend plus collante aussi. Oui, et puis elle est très spongieuse après. Plus dense, elle reste plaquée au fond. Ça va éviter d'avoir des particules qui remontent vers la surface avec tes fameux retangles qui demandent que ça. Bon, on va laisser gonfler tout ça. Allez. On la remouillera, on va dire dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça l'a même rendu plus foncé, tu vois. La mélasse, c'est un peu plus foncé. Donc là, on voit les appâts pour l'amorçage de départ. Ouais. Pour le tapis. Pas de farine. Non. Donc des graines. Des pelets. Des bouillettes. Du maïs, oui, et quelques asticomores. En fait, là, ça va être pour gaver les premiers rotangles qui vont arriver. Ça va rester un petit peu au-dessus. Donc là, ils sont dans du liquide, tu les as congelés en fait, tout simplement. Je les ai congelés dans l'eau. Avec un additif dans l'eau, non? Rien du tout. Tout simplement. C'est qu'un mélange de couleurs. D'ailleurs, ils ne sont pas totalement décongelés. L'avantage des asticomores, justement, sur les vivants, c'est que déjà, ça reste bien au fond, ça ne va pas sous les cailloux, ça ne va pas dans la vase. Et puis ça a moins tendance à attirer les petits poissons, parce que les petits poissons, dès qu'il y a un truc qui bouge, exactement. ça va attirer, quoi. Non, c'est vrai que pour les gros poissons, c'est vraiment bien. Et souvent, alors je sais pas si c'est la texture ou la couleur, ça fait vraiment la différence à l'hameçon en plus. Hein. À l'hameçon, c'est pareil. Et puis il y a un autre avantage de l'asticomore par rapport à l'astico vivant à l'hameçon, c'est que ça risque pas de remonter sur la pointe. Oui, exactement. Parce que ça nous arrive tous de prendre un poisson et puis de le décrocher, et puis on regarde, on voit l'asticot qui était remonté sur la pointe. Ça, c'est un gros avantage de l'asticomore. Bon, l'avantage aussi, c'est que quand on les stocke au congèle, on en a tout le temps. C'est ça. Donc moi c'est vrai que j'avais fait ça dans ce but là et puis finalement je m'en sers à chaque partie de pêche. Voilà, ça évite d'avoir les asticots dans le frigo avec le reste de la nourriture. Exactement. Alors je vais donc mettre du pellet de 3 mm. D'accord. Donc du pellet d'amorçage du chènevis pain d'épices. Toujours. Ah, ça plaît à tout. Ça plaît pas qu'aux poissons. Voilà, je vais mettre un peu de maïs. Alors je vais en garder aussi pour mettre à l'hameçon, bien sûr. L'incontournable maïs. Ça, c'est valable toute l'année, y compris l'hiver. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est qu'une neige d'été. Non, moi j'en ai pratiquement tout le temps sur ma tablette. C'est... Ah, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors en fait, là le plan d'eau il est déjà pêché depuis quelques semaines par les carpistes. Ça fait déjà un mois qu'il y a une grosse pression de pêche au niveau des carpes. Et je sais que les gars prennent des grosses tanches. Donc j'ai quand même posé pas mal de questions avant de venir. Donc les bouillettes fruitées, elles ont l'air de plutôt bien marcher. Alors je suis parti, en fait, j'ai pris une bouillette de 15 mm. Je vais en crutcher quelques-unes que je vais mettre au départ. Je vais mettre quelques billes normales. Et puis je vais surtout en garder pour mettre à l'hameçon. Voilà. Et donc on est dans l'utilisation d'appâts qui sont très inspirés, on va dire, des carpistes. Ah oui. En fait, tu pratiques une pêche, je dirais presque entre la pêche au coup classique et la pêche de la carpe. Le chaînon manquant entre les deux, c'est un peu ça la pêche des spécimens. Exactement. C'est une technique quand même qui se développe pas mal en France sur la pêche des gros poissons blancs, que ce soit les grosses tanches, les barbeaux. Alors moi je suis en mode feeder sur une station avec des cages, mais c'est vrai qu'on pourrait passer en mode specimen hunting sur un support, spoder et poser les cannes. Bon, moi je vais faire une pêche plus dynamique où je vais relancer des cages, et puis si jamais c'est très calme, je passerai sur une pêche de rotangle ou de poisson blanc. Voilà, c'est une pêche hybride, même en termes d'appât. Tu utilises des asticots comme un pêcheur au coup classique, mais tu pars sur de la mini bouillette, sur des pelets, enfin bon, voilà. Ah oui, ça fait une belle particule là.
Ça devrait fixer les beaux poissons quand même. Alors celles qui sont pas totalement passées, on va les mettre un petit coup dedans. Donc de couleur jaune, un peu comme le maïs. Ça va faire des pointes de couleur aussi sur le fond qui peuvent fixer les poissons. Voilà, donc Ok. oui, il y a des bird food. Oui, il y a du bird food là-dedans. Voilà, c'est les petites graines. Les petites graines noires. Ça doit être du Niger ou un truc comme ça. Exactement. Bon, après, à la base, c'est des farines pour faire les bouillettes. Et puis donc, je vais finir par quelques pelés. Donc ce sont. Non, donc là, c'est du 9 mm. Hein, c'est du pelé fruité. Qui va aller. Arôme que, voilà, exactement. Oui, donc c'est dans la même gamme, hein, c'est du Lexir fruit. Et là, tu ne devrais pas être trop embêté par les petits poissons. Non, on va leur donner à manger bien comme il faut. Et puis il faut savoir qu'il y a quand même une grosse quantité de carpes. On en voit quelques-unes en bordure qui fouillent depuis tout à l'heure. Donc je pense que le poisson est quand même assez actif. Il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut sur le fond. Il y a une graine, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ça c'est incontournable. Pareil, des pêcheurs au cou depuis oui, alors des dizaines d'années. Effectivement, j'avais oublié. C'est quand même très important. Alors le chènevis, je m'embête pas, je le prépare dans un thermos. C'est-à-dire que je mets à peu près 2 tiers de graines et puis je remplis le thermos avec de l'eau bouillante que je passe à la bouillotte. Et après le lendemain, je le laisse toute la nuit. Alors il n'est pas totalement germé, bon c'est déjà bien. Oui, mais pour l'amorçage, oui, non, mais ça suffit. C'est bien du moment qu'il est un peu cuit. Non, si, quand même, il est germé. Oui, ça va. Et tu ne mets pas de produit d'additifs particuliers dans l'eau, parce que bon, il y a plusieurs. Traditionnellement, les pêcheurs au cou, ils mettent soit du sucre pour rendre le chènevis un peu plus brillant, du bicarbonate de soude. Quand je fais un amorçage au spod, pas spécialement. Si je pêche au chènevis et que je le dépose à la coupelle et je pêche les poissons blancs, oui, je vais mettre par exemple le même additif chènevis pain d'épices dans l'eau de trempage, enfin la veille. Après, généralement, pour le faire ouvrir, pour qu'il germe à 100%, on met une petite cuillère de levure de bière. Ouais. Bon, après, il faut bien le rincer avant de le mettre dans l'eau. Mais c'est vrai que là, par contre, il germe à 100%. Voilà, c'est un bon conseil parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le chènevis, qui a du mal à germer. Oui. Donc c'est une bonne astuce. Alors c'est vrai que de plus en plus, le chènevis qu'on trouve dans le commerce, il n'est pas de super qualité. Puisque il y a de l'anti-germe dans les conteneurs, forcément. Et pour arriver à un chènevis qui germe bien, c'est vrai que la levure de bière, c'est vraiment un truc qui est pas mal, quoi. Ouais. Là, c'est un chènevis d'ailleurs plutôt petit. Oui, c'est un chènevis d'amorçage. Il n'y a pas besoin de chènevis extra monstre ou de trucs comme ça. Ouais, donc ça va faire une grosse patouille. C'est parfait ça. Et puis, pour le spot, c'est idéal. Une dizaine de spots pour bien marquer la zone de pêche avec pas mal de couleurs en fait. Hein. Alors voilà, le spot, maintenant tu vas nous montrer un peu ce que c'est. Oui. Parce que c'est un nom que tout le monde ne connaît pas. Et c'est un outil bien utile pour la pêche au feeder dans les eaux pas profondes. Oui, exactement. Parce qu'en fait, tu vas libérer tous les appâts en surface. Oui, c'est ça. Oui. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que c'est un plan d'eau qui est pêché par les carpistes, les poissons ont l'habitude du spot qui tombe tout le temps. Et généralement, les poissons blancs, ils sont là aussi. Hein. Il n'y a pas que les carpes qui sont sous le spot. Hey, on pense toujours que les bruits, les vibrations, ça fait fuir les poissons, mais quand ils sont habitués à être amorcés, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils entendent bien sûr. Truc et ça court tout de suite. Mais ça, on prend l'habitude quand on pêche sur les plans d'eau qui sont beaucoup pratiqués par les carpistes, en fait, où il y a des très gros poissons. C'est pas la même chose que de mettre des cages, ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est une autre approche, mais c'est vraiment une approche qui est très axée sur les spécimens en fait. Hein. Allons-y. Donc en fait c'est un missile, hein. C'est ça. C'est carrément un missile. Donc ça s'ouvre, tu remplis avec tes appâts. Voilà. Il y a un petit clip. En fait quand ça arrive à la surface, ça appuie sur le bouton.
et ça libère en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Ça libère en surface. Exactement. Et ça va tomber en pluie sur le fond. C'est pour ça que c'est plutôt donc, quand même dans des endroits où il n'y a pas trop de fond, pas de courant. Non. Parce que sinon les appâts ne se retrouveraient pas du tout à l'endroit. Voilà, c'est ça. Alors après, on peut s'en servir où il y a du fond, mais il faut bien sûr des appâts plus durs, plus lourds, plus gros. Oui. Là, j'ai beaucoup de petites particules. Je pense que je connais bien le plan d'eau. À 60 mètres, je vais avoir 1,50 m de fond. Ouais, c'est parfait. Donc ça va bien. Ça en contient quand même pas mal. Oui. Donc par contre, c'est lourd. Donc tu vas utiliser une canne particulière pour lancer ça. On ne pourrait pas la lancer avec une canne feeder classique. Même avec une canne feeder très puissante, c'est beaucoup trop lourd. Il faut une canne à spoder. Mais en plus, une canne feeder, il y a plein de petits anneaux. Oui, voilà. Donc ça limite un peu les envois quand même. Ouais, et puis il y a des risques de casse quand Exactement. même. Avec un truc aussi lourd. Donc là, c'est juste accroché avec un émerillon. Donc tu as du gros fil. Oui, j'ai un 35 centièmes sur le moulinet. Et puis j'ai une canne assez puissante, et c'est une canne d'ailleurs qui me permet de spoder et de passer le dipper quand j'ai besoin. Voilà, le dipper qui est un sonar pour voir un peu les fonds. Pour voir les fonds, effectivement. Et alors, je vois que tu as quelque chose au doigt là. Oui, alors en fait c'est pour se protéger le doigt, puisque quand on tire au spod, quand on retient sur des gros nylons, on peut s'arracher un peu le bout du doigt. Donc il faut toujours, les carpistes prennent ce genre de protection pour le doigt. Ça sécurise un peu les lancers en fait. Qui évite de se couper le bout du doigt avec le nylon là. Oui, après ça serait dommage pour pêcher, pour la suite. Bon alors, amorçage à 60 mètres maintenant. Ouais. Allez, c'est parti. C'est physique. En plus, comme ça s'ouvre tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre. Ah non. Comme tu fais un amorçage au feeder, tu es obligé d'attendre quand même que ça sorte du feeder, de donner des coups. Là, tu peux faire un amorçage assez intensif. Ouais, là, c'est assez rapide. Alors pour amorcer précis, j'imagine que tu as pris un repère sur la berge d'en face aussi. Oui, j'ai pris un arbre mort au milieu des autres arbres. Bon, alors là, la tablette latérale, elle est bien remplie. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Là, c'est ce que tu vas mettre à l'hameçon. C'est ça. Et puis les amorces pour les feeders. Oui. Alors on va voir ça un peu plus en détail. Donc ça, c'est l'amorce que tu as préparée tout à l'heure. Ouais, donc ça, c'est l'amorce que je vais mettre dans les cages. Uniquement pour le cage. Voilà. Peut-être aussi un peu dans le méthode ou pas? Alors non, c'est pas une amorce qui permet de pêcher aux méthodes. Elle est trop spongieuse et un peu trop collante. Donc c'est pas la peine. Ouais. Pour le méthode, je vais utiliser du pellet surdosé en 3 mm. D'accord, là tu l'as fait tremper en fait. À l'instant. Pour qu'il tienne en voilà, fait. Mais disons que dans une petite demi-heure, il sera parfait. Ouais, mais là déjà on voit qu'il tient. Oui. Il tient sur le feeder. Mais je viens de le par mouiller. Contre, il va se déliter rapidement dès qu'il va toucher sur ça par contre, pour pêcher aux méthodes, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est du 3 mm. Donc on a les appâts et ensuite on a tout ce qui est pour l'hameçon. Donc on retrouve des gozzers congelés. Des asticots morts, donc des gozzers noyés dans l'eau, que j'ai congelés. Des rouges, des blancs. Voilà, donc il y a des rubis, il y a des blancs, des jaunes, c'est ce qui me reste du concours de pêche de ce week-end. Voilà. C'est ça qui est bien aussi avec les trucs congelés, c'est qu'au lieu de jeter les appâts, que ce soit le fouillis, les asticots, tout, on peut tout congeler, même l'amorce. Ah aussi, oui. Des asticots vivants. Alors j'ai des gozzers rouges, des rubis, et puis après j'ai un mélange où j'ai des jaunes. Voilà, donc ça va plutôt être sur le début de la partie de pêche. Le temps que le poisson rentre. Ouais. Et puis on ne sait jamais, ça peut être également très dur et il faudra peut-être pêcher aux asticots. Alors tu dis des rubis, tout le monde ne connaît pas les rubis, en fait c'est une sorte de couleur d'asticot rouge qui est un peu plus soutenu, un peu plus sombre que c'est un peu plus marqué que le rouge normal. Classique, si on les met côte à côte, effectivement c'est quand même un rouge un peu différent. Là on voit qu'il tire un peu plus sur le rose et c'est surtout dans l'eau où on voit la différence, le rubis est vraiment très rouge. C'est presque plus vert de vache, je dirais, le rubis, comme couleur.
Bon là c'est déjà des rubis qui ont une quinzaine de jours, ils commencent à passer un petit peu. Mais sur les congelés on le voit bien. Ouais, on voit bien cette couleur voilà, rouge il reste sombre, vraiment bien rouge. Le vert de vase. Ensuite, là c'est des baby-corns, mais c'est des baby-corns un peu spécial. Alors c'est un baby-corn d'échage. C'est-à-dire qu'il est aromatisé, donc celui-là c'est du chènevis pain d'épices, et puis j'ai également un sweet corn, donc ça je vais le mettre à la bague. D'accord. Voilà. Donc ça se délite pas trop vite une fois dans le fond? Non, ça pêche une vingtaine de minutes sans problème. D'accord, donc c'est quand même assez gros déjà, hein. Là ouais, ça va être sélectif. Ah oui. Donc tu mets ça sur une bague silicone exactement, sur une petite bague. Appelée, quoi. C'est ça. Ensuite on a le maïs. Oui, alors je pourrais également pêcher au maïs, c'est-à-dire que je peux mettre de 3 à 5 grains sur le cheveu. Ou alors je peux le mettre directement à l'hameçon sur la plus petite ligne, sur le départ de la pêche. Tu vas peut-être en mélanger aussi avec l'amorce? Oui, je vais. En fait, j'ai prévu dans l'amorce de mettre des asticots morts au fur et à mesure quand même. Ouais. Je vais ramener à manger et puis je vais également arroser avec une bonne quantité de maïs dans les cages. Ensuite, là, on parlait de sélection. Là, ça va être lèche sélective par excellence, la bouillette, quoi. Donc bouillette de 15 mm, hein, c'est ce que j'ai écrasé tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, il y a pas mal de petites mini bouillettes en fait. Oui, alors j'ai de la bouillette dense, c'est-à-dire que celle-là, elle reste un petit peu entre deux eaux. D'accord, équilibrée avec le poids de l'hameçon. C'est ça. Pour les poissons difficiles. Oui, ça va rester un petit peu au-dessus du fond. Oui. Et après les autres, c'est de la bouillette classique, sauf que c'est de la micro-bille, donc sweet corn, monster crab, vert de vase. Donc ça, c'est plus dense, ça va être plaqué au fond. Ah oui, ça va descendre directement au fond. Et par contre, sur ce diamètre-là, j'en mets systématiquement 2 sur le cheveu. Parce que ici, une micro-bouillette de 8, ça sélectionne pas du tout les poissons. Oui, les rotangles. Il y a trop de gros gardons et trop de gros rotangles. C'est quand même incroyable. Un endroit où il faut pêcher avec 2 mini-bouillettes pour éviter les gardons, c'est quand même pas fréquent. Ça peut paraître un peu grossier, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe ici. Ensuite, là, c'est des vers de terre, vers de terreau. Oui. Alors ça, c'est des vers maison. Hein, ils sont tout frais, hein. Ils ont été ramassés hier dans la journée. Ouais, c'est des petits terreaux. Voilà. Ça, tu vas le piquer à l'hameçon ou tu vas le monter aussi sur le cheveu? Non, je peux faire les deux, mais c'est plutôt pour le début, pour piquer à l'hameçon. Un peu comme les asticots, pour lancer un peu la Disons que j'ai pêche. des èches pour pêcher de manière très classique si la pêche est difficile et sur le début de la partie de pêche. Mais je reste quand même assez confiant sur la sélection des gros poissons avec des èches qui vont... Oui, on voit, il y a quand même deux types d'èches. Baby-corn, micro-bille, bouillette, ça vraiment, ça va être une fois que le poisson va bien rentrer sur l'amorce. Et puis après, si jamais c'est difficile, j'ai quand même de quoi faire pour faire une pêche classique. Parfait. Bon, maintenant on va voir peut-être les montages. Oui.